Il y a des drapeaux qui cachent des histoires qu'on ne soupçonne pas. On a tendance à voir un drapeau comme quelque chose de très simple. 3 couleurs, un symbole, et c'est tout. Mais en réalité, un drapeau est souvent le produit de tensions, parfois de guerres. Et sur certains d'entre eux, des détails inaperçus nous racontent ces histoires. Alors, on vous a sélectionné 4 drapeaux qui cachent des histoires fascinantes. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi les Néerlandais aiment tant le orange, pourquoi le Mozambique est le seul pays à avoir une arme à feu sur son drapeau, ou encore pourquoi le drapeau des Comores est une arme politique. Sans plus attendre, premier drapeau. Le drapeau des Pays-Bas est l'un des plus anciens encore utilisés. Il a été adopté au XVIe siècle et depuis, il a à peine été modifié. Cela s'explique peut-être parce qu'il est considéré comme un drapeau parfait. Tellement parfait que le tsar de Russie en a copié le modèle. Ce drapeau est surtout associé à une personne, Guillaume d'Orange-Nassau. C'est le prince d'Orange, mais il est né à Nassau, dans l'actuelle Allemagne. Faut savoir qu'à l'époque, les Pays-Bas sont sous domination des Habsbourg d'Espagne. Et après avoir fidèlement servi l'empereur Charles Quint, Guillaume prend la tête de la révolte contre son successeur, Philippe II. Pour leur bannière, les rebelles choisissent le orange. Ouais, ils s'emmerdent pas. Mais le prince décide d'y ajouter du bleu, rappelant ses origines. On obtient donc le Prinsenvlaag, le drapeau du prince. Il est notamment utilisé sur les pavillons de la marine hollandaise pendant une centaine d'années, avant que le orange soit remplacé par le rouge actuel. Cette nouvelle version s'appelle le Staatenvlaag, le drapeau de l'État. Il y a plusieurs théories pour justifier ce changement de couleur, mais la plus solide concerne la politique des Provinces Unies. Il y a 2 camps qui s'affrontent, les orangistes et les républicains. Les orangistes sont partisans de statoudeurs forts. Alors, le statoudeur, c'est en gros le chef de sa province. Le truc, c'est que la dynastie d'Orange a commencé à les accumuler. Genre Guillaume, il était statoudeur de 5 provinces. Les républicains voulaient donc limiter l'influence de la dynastie d'Orange. Mais en 1650, Guillaume II d'Orange meurt. Cette fois, les états généraux sont assez puissants pour empêcher l'élection d'un successeur. Donc, les républicains prennent le pouvoir et le drapeau de l'État s'impose peu à peu. D'ailleurs, pourquoi ce drapeau est considéré comme parfait ? C'est une question de lisibilité. Un drapeau agité par le vent est forcément lisible, mais s'il n'y a pas de vent, c'est illisible. Sauf si c'est le même motif tout le long du drapeau. Le plus fou, c'est que ce modèle va être copié par le tsar de Russie, Pierre le Grand, qui était là pour observer la marine hollandaise. Intéressons-nous maintenant à un autre pays, le Mozambique. Jusque-là, rien de choquant. Une forme plutôt banale, des couleurs assez originales mais pas non plus extravagantes. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve au centre de la partie rouge. Il s'agit simplement d'une Kalachnikov. C'est le seul pays au monde qui compte un fusil d'assaut sur son drapeau national. Mais alors pourquoi ? Et d'où vient-elle ? Pour comprendre ça, on va remonter quelques années en arrière. À cette époque, les pays africains obtiennent peu à peu leur indépendance, mais le Portugal de Salazar refuse catégoriquement de leur donner. Mais au Mozambique, on en a marre. Un parti politique, le Frelimo, est alors créé pour lutter contre la domination portugaise. Et après plus de 10 ans de guerre, l'indépendance est proclamée par le président Samora Machel en 1975. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi il y a une AK-47 sur le drapeau. Justement, dès l'indépendance du Mozambique, le drapeau ressemble à ça. Les couleurs reprennent celles du drapeau du Frelimo et on y a rajouté plusieurs éléments dont la Kalachnikov, censée représenter le combat des Mozambicains pour défendre leur pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Kalachnikov est une arme solide, facile à utiliser et peu chère par rapport à d'autres modèles. Beaucoup de pays l'ont donc utilisée, notamment en Asie, en Afrique et en Europe de l'Est, car elle est idéale pour armer des amateurs et mener une guérilla. Au Mozambique, certains ont tout de même tenté de la supprimer du drapeau à cause de son allusion à la violence, mais sans succès. Le prochain drapeau est celui des Comores, un pays qui se situe juste ici. Si on a choisi ce drapeau, c'est parce qu'il est le symbole d'un très long conflit politique avec la France. Il est composé du croissant musulman et de ses 4 petites étoiles, qui représentent toutes une île de l'archipel. Sauf qu'il n'y en a que 3. Alors qui est la 4e ?
Eh bien, c'est Mayotte. En fait, les Comores accusent la France d'avoir volé Mayotte. Et pour comprendre tout ça, on va remonter un peu en arrière. On est au début du 19e. Les habitants des 4 îles partagent le même modèle social, culturel et religieux. Mais la région est très instable et le sultan de Mayotte est isolé. Il cherche alors une protection. Et qui passait dans le coin à ce moment-là? Les Français. Mayotte devient donc un protectorat français dès 1841, alors que les autres îles comoriennes obtiennent ce statut des décennies plus tard. On est alors en 1974, et les Comoriens demandent la décolonisation de l'archipel. Alors, la France organise un référendum sur l'indépendance. Dans les 3 îles actuelles des Comores, le résultat est sans appel. Près de 100% de oui à l'indépendance. Mais à Mayotte, le non atteint environ 64%. Le truc, c'est que le référendum concerne tout l'archipel. Donc même si les Mahorais veulent rester français, la majorité a voté pour l'indépendance. Sauf que la France va se dire, si on compte les votes île par île, les Mahorais restent français, les Comoriens ont leur indépendance, et nous, on garde ce territoire stratégique. Résultat, l'État des Comores est formé, mais sans Mayotte, qui reste française. Ce choix a été condamné à plusieurs reprises par l'ONU, qui considère que Mayotte est comorienne. Mais en réalité, les États ont fini par l'accepter. Et encore aujourd'hui, la présence d'une frontière de l'Union Européenne dans cette région assez pauvre fait de l'île un Eldorado. Les conséquences, vous les connaissez. Le dernier drapeau, c'est celui de la Corée du Sud, le Taegukgi. Et celui-là, il est technique. Il a été adopté sous la dynastie Joseon, qui recherchait un drapeau national afin d'être mieux représenté lors de missions diplomatiques. Le drapeau est composé du yin et du yang, ainsi que de 4 trigrammes qui représentent les forces naturelles. Le tout exprime l'harmonie. Ce qui est intéressant avec ce drapeau, c'est qu'il reflète l'idéologie dominante à l'époque, le néo-confucianisme. L'idée de base, c'est que notre monde est organisé par des règles. La nuit suit le jour, les saisons s'enchaînent. Mais à cette époque, on considère que l'homme aussi fait partie du monde, au même titre que les rivières ou les arbres. Donc, les règles qui organisent le monde organisent aussi les humains, et ça implique une chose essentielle. Il existe une seule bonne manière de se comporter, celle qui suit l'ordre du monde. C'est la morale. Par exemple, un père doit protéger et guider ses enfants. Mais s'il devient violent, ses enfants peuvent totalement lui désobéir, car le père ne suit plus l'ordre du monde. Vous l'avez compris, la société est très hiérarchisée, et plus on est haut dans la société, plus on a de responsabilités morales. Résultat, chacun est obsédé par le fait de bien tenir son rôle, pour rester moralement pur et ne pas perturber l'ordre du monde. C'est cette harmonie que traduit le Taegukgi. Bref, c'est un résumé hyper simplifié et incomplet. Mais l'idée est là. Pendant des siècles, la Corée est une société très stable et ordonnée, au point qu'on la surnomme le pays du matin calme. Mais tout bascule en 1910. Cette année-là, le Japon colonise l'entièreté de la Corée. À ce moment-là, seuls quelques rebelles osent encore brandir le Taegukgi. Il faut alors attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la péninsule soit enfin libérée. Sauf qu'aussitôt, elle est occupée par les Américains et les Soviétiques en raison de la guerre froide. Alors qu'on prévoyait une réunification, c'est en 1950 qu'éclate la guerre sanglante entre les deux Corées. À la fin des combats, la Corée du Sud adopte ce drapeau, presque identique à celui de 1882. De son côté, la Corée du Nord opte pour un tout autre style, marquant sa rupture idéologique totale.